Ina, podcast. L'ORTF présente Un peu de silence, s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, Elisabeth Hazan, Yves Pénaud, Catherine Georges, Jean Muselli, Vera Fimbert, Jean Martin, René Garcia, un conte de José Pivin. Bon, fermez vos cahiers. La petite sirène du Sahara. Il y avait une mer immense, fraîche et profonde, avec des sillons d'eau bleue qui dressaient des pointes dansantes vers le beau jour. Une grande barque en bois fleuri de sculptures rouges avançait sous le soleil du matin. Une voile triangulaire gonflée d'air voyageur la tirait vers le sud. À l'arrière, un jeune homme est assis. C'est le fils d'un marchand de tissus. Son père l'a chargé de conduire à un port lointain un bateau plein d'étoffes blanches, rouges, vertes, lourdes, et comme endormies ou légères et frissonnantes. Mais le jeune homme ne pense pas aux affaires. Il pense à celle qu'il aimera. Il ne l'a pas encore choisie. Il ne sait pas si elle sera blonde ou rousse, mince et grave ou riante et musclée. Quand il pense à elle, il voit un rideau blanc uni, éblouissant comme la brume de soleil à midi, et le jeune homme est triste. Il ne croit pas être assez fort, assez grand pour être aimé par une fille qui sera comme le soleil à midi. Et sa longue main parfumée à l'iris s'appuie, fatiguée, sur une des sculptures rouges du bordage. Alors, dans la lumière dorée au ras de la mer, il a vu des courbes de chair sortir de l'eau, plonger et ressortir encore. Une bande de marsouins d'or s'approche de la barque, faisant étinceler leur dos comme des casques. Le premier marsouin a sauté près du bateau. Le jeune homme a vu le grand poisson doré monter et redescendre dans l'eau comme une poitrine qui soupire, et il a lu dans les signes que faisaient les ruissellements de la mer sur l'énorme dos jaune. Il faut être grand comme la mer pour être aimé par la lumière du soleil. Je le sais bien, s'est dit le jeune homme en regardant tristement ses mains blanches, fines, sans force. Alors le second marsouin d'or jaillit de l'eau, le museau et les nageoires entièrement sortis, et avant que l'aileron de son dos eût disparu dans la mer, le jeune homme put lire dans le mouvement de ses nageoires. On peut devenir grand comme la mer. Comment ? Dit le jeune homme à voix haute. Mais personne ne l'entendait, parce que les voiles claquaient et la mer clapotait et bruissait comme une rivière le long de la carène. À ce moment, un troisième marsouin d'or effleura la surface de la mer de son dos gigantesque, et le jeune homme lut dans les signes que faisaient les vagues autour de la peau. En mourant. Le jeune homme tourna alors la tête vers le soleil, puis sortit un petit poignard caché dans une de ses bottes de cuir rouge et appuya la pointe contre son cœur. La lame du poignard ressemblait à un rayon de soleil. En l'enfonçant, le jeune homme pensa que c'était un rayon d'amour qui entrait en lui, et il mourut heureux. Les matelots ne s'en doutèrent pas lorsqu'ils le trouvèrent à la poupe de la barque, un poignard doré dans la poitrine. Ils mirent le corps dans un drap pourpre brodé de fleurs jaunes et vertes. Puis, comme ils ne pouvaient pas garder le mort jusqu'à leur arrivée dans un port, ils le firent lentement glisser dans les vagues. Alors,
les matelots virent le drap pourpre devenir bleu, comme la mer qu'ils touchaient. En même temps, les bords du drap se mirent à onduler, à grandir, à s'étaler de plus en plus loin sur les vagues, si loin qu'il finit par se confondre avec l'horizon. Le jeune marchand était devenu grand comme la mer. La barque s'éloigna. Le même jour, une petite île chauffait au soleil de cette mer. 3 mimosas, des figuiers de Barbarie et 5 maisons de pêcheurs aux toits rouges. D'autres îles apparaissaient au loin. D'un rocher troué comme une éponge en pierre, une jeune fille vient de plonger. Les cheveux dans son dos font ressembler sa tête à une flèche dorée lancée dans la mer. Son corps est blanc, miroitant comme un osier récemment écorcé. La jeune fille passe des couches d'eau poudrée de soleil aux couches d'eau vert clair, puis vert mousse. Elle fouille la mer de ses brasses, comme si elle cherchait à écarter des tentures. Autour d'elle, la mer est comme une immense peau tiède, et la jeune fille écarquille les yeux pour voir s'il n'y a pas une joue qui se frotte doucement contre la sienne. Puis, elle a senti la pointe des plus hautes algues toucher sa poitrine. Elle a eu peur. Elle a cambré les reins pour remonter. Une pointe de rocher l'a heurtée. Au-dessus d'elle, l'envers de la surface est blanc, comme un miroir de métal. La jeune fille remonte rapidement. Elle est descendue trop bas, à la poursuite de ce corps d'eau insaisissable, et jamais le toit de la mer ne lui a paru si difficile à atteindre. Il lui semble que l'eau veut la retenir. Elle se débat. Ses pieds cherchent inutilement un appui pour remonter plus vite. Son cou se tend pendant que ses tempes s'enflent de sang bourdonnant. Enfin, elle donne un coup de tête dans le miroir qui s'ouvre sans résistance. À ce moment, une femme criait dans sa direction, sur la plage où son père tirait chaque soir sa barque de pêcheur. « Yakouren! Yakouren! Viens manger! La soupe est cuite !» La jeune fille respirait maintenant l'air des hommes. Mais le plaisir de la première aspiration passée, elle n'avait plus apprécié la brise, sentant le mimosa et la tuile sèche. Tout en nageant vers la plage, Yakouren regrettait d'avoir refusé l'étreinte de la mer. Pourtant, elle s'avançait toujours vigoureusement vers la côte. Puis, ses pieds touchèrent le sable et l'écume du bord. Tes pensées ont quitté ton corps, Yakouren. Ne vois-tu pas que tu es toute nue? Dépêche-toi. Sa mère lui jeta un filet de pêche sur les épaules. Elles se dirigèrent vers la maison du pêcheur. Yakouren tourna encore une fois la tête vers la mer. Une couche de soleil miroitait et caressait l'eau dans toutes ses formes, dans tous ses creux. Au large, une bande de marsouins faisait bomber leur dos noir. Puis, la jeune fille rentra. Depuis ce jour-là, Yakouren ne voulut plus aller nager. Elle avait peur de l'eau bleue. Aussi restait-elle le plus souvent dans la maison du pêcheur, où elle raccommodait les filets de son père, où elle lavait le carrelage et aidait sa mère à saler les poissons dans les jarres. Pourtant, quand la mer était calme, Yakouren sortait quelquefois dans la nuit, avant de se coucher. Elle pensait aux garçons confondus dans les innombrables ondulations d'un manteau bleu, qui lui disait doucement: « Yakouren, attends-moi. » Puis, il la menace, et Yakouren protège sa poitrine en rentrant dans la cabane. Elle tremble en s'allongeant sur sa natte de paille, mais elle sourit. « Je sais que tu existes. Je t'attendrai. » Et juste avant de s'endormir, elle murmure comme pour chasser un cauchemar qui approche: « La barque du vieux marchand ne m'emportera pas. » Ce riche bonhomme avait l'habitude de s'arrêter tous les mois pour la regarder. Il la trouvait si gaie, si fraîche, avec des couleurs de jeunesse si changeantes, qu'à son dernier voyage, il avait parlé de l'épouser. Cette fois, la veille de l'arrivée prévue du marchand, le père de Yakouren, inquiet de l'avoir baissé la tête au coin du feu, lui dit:
Tu sais que le marchand doit venir demain. Il a l'intention de te demander en mariage. Je le trouve encore bien constitué, riche, aimable. Je sais. Il doit te plaire. D'ailleurs, sur cette île où n'accoste presque personne, l'arrivée de ce marchand est une chance qu'il ne faut pas laisser échapper. Qu'en penses-tu, Yakuren? Mais la question ne se pose même pas. C'est entendu depuis longtemps. Ils se marieront. Ce n'est pas pour rien que je lui ai tissé une robe rouge avec des broderies d'or. Et puis, si Yakuren refusait, le vieux pêcheur de perles serait capable de la faire enlever par ses plongeurs. Il n'admet pas qu'on lui résiste. Yakuren regardait les flammes sauter d'une bûche à l'autre, comme si elles étaient poursuivies. Elle pensait aussi qu'il y avait dans sa poitrine une flamme cherchant à fuir la main ridée du vieux marchand. Pendant la nuit, le vent se leva. La mer se boursoufla, se gonfla, et, brusquement, elle ouvrit la gueule de ses vagues aux dents blanches qui se mirent à gronder en mordant la plage. La mer est furieuse. Elle ne veut pas que je devienne la femme du vieux marchand. Elle vient à mon secours. La tempête dura 7 jours, pendant lesquels le vent fit voler des paquets d'écume au-dessus de la maison du pêcheur, rugit dans la cheminée, puis, le 7e jour, le vent se calma. La barque du vieux marchand va pouvoir prendre la mer. On verra sa voile demain matin. Et de nouveau, la petite flamme se mit à courir dans la poitrine de Yakuren. Cette fois-ci, elle ne pourrait pas échapper au vieux pêcheur. Alors, elle entendit des crépitements dans le feu qu'on ne laissait jamais s'éteindre. Un gros tison écarlate jetait vers Yakuren des morceaux de bois rouge qui se détachaient avec des sons de cristal. Yakuren regardait les flammes roses danser à la musique du tison. Et bientôt, elle entendit des paroles. C'était la flamme de sa poitrine qui parlait à la flamme du tison. Je voudrais me cacher parmi vous. C'est facile. Si tu es aussi chaude que nous, je suis brûlante. Alors, pousse un profond soupir. Dans le foyer, une flamme monta dans la cheminée jusqu'au-dessus du toit, et le pêcheur, qui regardait la mer, se retourna et cria « Eh bien, Yakuren, tu veux mettre le feu à la maison ?» Il ne savait pas que la grande flamme était l'amour de sa fille qui allait se perdre dans le vent, plutôt que de se donner au marchand. Il ne savait pas non plus qu'il ne trouverait dans la cabane qu'une ressemblance extérieure, une docile effigie de sa fille. Il rentra. L'apparence de Yakuren regardait fixement la cheminée. Inquiet, le père plissa le coin des yeux et crut reconnaître dans les formes de la flamme les plis rouges de la robe du mariage. Alors, il lança précipitamment un seau d'eau sur le foyer. Il en secoua la dernière goutte. Et la flamme rentra dans le tison comme une langue dans une bouche. Il n'y eut plus qu'une bûche noire embrumée de vapeur. Le père se mit à remuer la cendre avec son pied, puis il poussa le bois calciné dans un coin. « Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu voulais jeter ta robe pour ne pas te marier. Tu m'entends, Yakuren ?» Mais personne ne répondit. Il n'y avait plus de Yakuren. Sur l'ancien tison, un dernier rougeoiement sinua, mince comme un sourire de malice, puis tout redevint calme. Dans la maison du pêcheur, la fausse Yakuren, pâle, presque muette, s'était mariée avec le marchand, sans résistance. Elle était partie avec le vieux. En lui mettant au court du cou son cadeau, un collier de perles roses, le marchand avait frissonné. On aurait dit des gouttes de rosée incapables de faire revivre un lys mort de soif. Le marchand avait dû boire une grande coupe de vin fort pour chasser cette impression. Puis, ses rameurs l'avaient emmené avec sa jeune femme insensible, même au vent de la mer. Dans le foyer, il y avait une bûche noire, à demi calcinée, que personne ne pensait à faire brûler. Elle avait une forme bizarre, et on l'avait laissée dans un coin, comme porte-bonheur. Et un matin, il se passa ceci. Le pêcheur, qui avait laissé la veille sa barque dans un peu d'eau,
la retrouva sur le sable sec. Personne ne l'avait tirée. La mer avait baissé de niveau. Tout autour de l'île, elle avait laissé sa trace de coquillages, d'algues arrachées et de débris de bois. Il alla trouver les autres pêcheurs. Partout, on avait constaté le même phénomène. Le lendemain, l'eau s'éloigna encore davantage et découvrit quelques pointes de rochers qu'on n'avait jamais vues. Puis les îles se mirent à grandir, lentement. D'autres îles apparurent couvertes d'algues, de rochers nus ou de sable. Des vallées rejoignirent des îles. L'immense mer s'en allait. On ne sait où. Les parents de Yakuren durent abandonner leur maison sur le sommet pour en construire une autre plus loin, au bord de l'eau. Emmenons-nous la bûche? Nous avons déjà assez d'objets encombrants à porter. Laisse-la ici. La bûche resta donc seule dans le coin du foyer. Tout devint silencieux autour d'elle. Il n'y eut plus que le bruit du vent contre les pierres et les ronces froissées par des lézards venus habiter la maison. J'attendrai des milliers et des milliers d'années. Des milliers et des milliers de fois la lune se leva sur des montagnes qui grandissaient sans cesse. Puis la mer disparut aussi loin qu'on pouvait voir en montant sur le plus haut sommet. Les pêcheurs s'étaient lassés de construire toujours de nouvelles maisons près de l'eau en fuite. Ils vivaient maintenant sous des tentes en nomades. Habitués à voyager sous les voiles des barques, cela ne leur déplaisait pas. Et puis, il fallait se déplacer pour vivre dans le nouveau pays. Rien ne poussait sur le sol. C'était un désert. On l'appelait le Sahara. Des milliers et des milliers d'années. Sur l'île, devenue le point culminant d'un massif de montagnes, dans le foyer en ruine, Yakuren attendait dans sa forme de bûche. Elle ne savait pas que la mer s'était retirée. Autour d'elle, rien que des pierres noires et du sable qui se cachaient derrière le moindre abri pour ne pas être emportés par le vent. Personne ne passait dans ces montagnes désertiques, et la bûche devenait plus ridée qu'un poignet de vieilles femmes. Des milliers et des milliers de fois, les ombres des cailloux tournèrent sur le sable. Et une fin de nuit, alors que les étoiles regagnaient l'horizon, Yakuren entendit de nouveau la voix des hommes. Arrêtons-nous ici. Il y a une caverne pour mettre à l'abri les chèvres et leurs chevreaux. L'eau n'est plus qu'à 3 jours de marche. Nous serons bien. Faites baraquer les chameaux. Une caravane composée d'une dizaine de chameaux, d'un troupeau de chèvres noires, venait de s'arrêter devant la bûche. Les selles mises à terre, les ballots défaits, les chameaux furent entravés puis lâchés. Puis, on prit quelques branchages pour allumer le feu où cuirait la soupe de la nuit. Tiens, une bûche. Quelqu'un a déjà campé ici? Oui, certainement, car la bûche est à demi consumée. Mais il y a bien longtemps que cela s'est passé, elle est presque enfouie dans le sable et prête à devenir pierre. Essayons quand même de l'allumer. Nous manquons de bois, il faut être économe. Et tu la mettras quand le foyer sera chaud. Une odeur de fumée de bois vint caresser la bûche. Elle sentit une main la prendre, doucement. Puis, une chaleur l'envahit. Une flamme jaillit. La flamme se tourna d'abord vers les chameaux, bêtes étranges, avec de longues pattes aux genoux chauves, un cou de femme qui se noie et une tête plate aux lèvres dédaigneuses. Mais ce n'étaient pas les chameaux que cherchait Yakuren. Où est la mère? Je ne la vois pas. La flamme se pencha alors sur une petite fille en haillons, accroupie auprès d'elle. L'enfant soufflait sous les brindilles, et Yakuren la voyait de très près. C'était une pauvre petite qu'on appelait Mabula, l'idiote. Où sont les vagues et le vent chargé d'écume? La flamme tournait maintenant dans tous les sens, puis brusquement, elle s'allongea et s'étira, pointue. Sur un tas de cailloux, un garçon lui tournait le dos. Une de ses épaules sortait d'une toile bleue, déchirée, qui flottait dans le vent. Et Yakuren ne chercha plus la mer.
La bûche se consumait. Il n'y avait presque plus de noir à brûler. La flamme vacilla. C'était l'amour de Yakuren qui tremblait de peur de ne pas pouvoir aller plus loin vers le garçon. Mais elle avait beau prendre les formes d'une main au long doigt, ou celle d'un corps effilé, elle n'était qu'une flamme attachée à sa bûche. Alors, elle se rappela que si elle avait pu autrefois se mêler aux flammes, les flammes aussi ont le pouvoir d'entrer dans les cœurs des humains, quand ils brûlent comme le feu. Elles deviennent alors semblables à des fleurs jaunes que les filles amoureuses peuvent cueillir pour les mettre dans leur poitrine. Yakuren appela la petite fille. Elle demandait une place, mais rien ne répondit. La poitrine de l'enfant était vraiment froide et vide. J'éclairerai le désert de ta poitrine, et tes yeux fleuriront. Yakuren s'affolait. Enfin, un rayon parut se tendre entre le feu et les yeux de la fille. Le rayon se tissait en un chemin d'or de plus en plus large. C'était le soleil qui l'aidait. Alors Yakuren fit un grand effort. Il y eut une dernière lueur brusque dans la bûche, et une lumière dorée brilla dans les yeux noirs, fixés sur le foyer. Une flamme s'était installée dans la poitrine vide de la petite fille. Une vieille femme cria « Tu as encore laissé éteindre le feu, Maboula !» Il n'y a plus de Maboula. Je m'appelle maintenant Yakuren. Plus folle que jamais. Je suis la fille d'un pêcheur qui habitait cette île. Un pêcheur, une île, des poissons. On va t'appeler la petite sirène du Sahara. Toute la caravane riait. Mais Yakuren s'en moquait. Elle cherchait le jeune homme aux larges épaules et au manteau bleu. Il ne se trouvait pas au milieu des rieurs. Elle le vit, assis, la tête baissée sur un petit poignard d'or dont il caressait la lame affilée. Elle courut silencieusement dans sa direction. Il ne releva pas tout de suite la tête quand elle fut devant lui. Il semblait vouloir écouter avant de voir. Puis son cou se redressa et Yakuren s'aperçut qu'il était aveugle. Où est la mer ? La caravane repartit. Les nomades ne pouvaient pas comprendre que Yakuren avait pris la place de Maboula, la petite fille simple d'esprit. Pourtant, ils l'appelaient maintenant Yakuren, la petite sirène du Sahara, et riaient de son amour soudain pour le jeune aveugle. Une nuit, Yakuren et Bellul décidèrent de quitter la caravane. La nuit éclairait une grande plaine d'une couleur de vieil os blanchi. Un vent sans rafale séchait le front et le creux des mains des jeunes gens en train d'enlever les entraves d'un chameau. Personne ne bougeait sous les tentes. Ils partirent. Ils avancèrent longtemps sous la lune. Puis, une lumière plus vive vint verdir l'horizon. Puis le soleil se leva, rouge comme un feu allumé pour le repas du matin. Ils s'arrêtèrent pour manger du pain de dattes et boire un peu de l'eau qu'ils avaient emportée avec eux. Ensuite ils partirent. Le soleil montait vite. Il était passé du rouge au blanc, et la chaleur piquait comme s'il tombait des grains de sable brûlants. Ne vois-tu rien ? Non. Yakuren se laissa entourer par le bras toujours fort de l'aveugle. Tranquille, elle regardait par-dessus l'horizon de ce bras, l'autre horizon, qui se perdait dans la chaleur des pierrailles sèches. Le chameau marchait en allongeant le cou. Yakuren et Bellul ne savaient pas où ils allaient. Ils n'avaient pas voulu suivre la piste pour ne pas être rattrapés, et tout autour d'eux, c'était de la terre grise, silencieuse, immense, avec quelques touffes d'herbes dures, des cailloux où l'on sentait toute la profondeur du ciel au-dessus de soi. Ne vois-tu rien ? Non. Ils avancèrent ainsi pendant 5 jours, en suivant la direction indiquée par leur ombre au lever du soleil. Puis, l'eau manqua, les dattes qu'ils mangeaient restaient collées aux lèvres et au palais. Tu ne vois rien ? Non. Le 6e jour, le chameau allongea brusquement son pas. Il a flairé l'eau. Il faut le laisser faire. Maintenant, le chameau filait en faisant sauter les cailloux sous ses gros pieds spongieux. Il descendit dans un creux qu'il n'avait pas vu.
La chaleur devenait de plus en plus intolérable. Puis le chameau s'arrêta, flaira et tourna la tête. Devant eux, il n'y avait pas d'eau, seulement une flaque tarie scintillante d'une croûte de sel blanc. Et dessus, 2 pierres vertes. Y a-t-il de l'eau? Le vent est sec. Yakuren ne répondit pas tout de suite. Elle hésitait, car dans les 2 pierres isolées au milieu des blancheurs incandescentes, il y avait toute la profondeur de la mer et toute sa fraîcheur. Yakuren ne pouvait pas enlever son regard accroché aux 2 pierres vertes comme par des ventouses de pieuvre. Elle ne bougeait plus. Elle respirait vite. Et Bellule eut peur qu'elle ne fût évanouie en trouvant la source sans eau. Il la secoua légèrement. Alors une idée s'éleva des buissons confus de la tête de Yakuren. L'éblouissant envol d'un oiseau, elle sauta sur le sol, ramassa les 2 pierres vertes, puis elle demanda à Bellule de descendre à son tour. Et quand il fut assez près, elle lui dit « Baisse la tête, tu es trop grand. » Et Bellule baissa la tête. Puis Yakuren mit doucement les pierres dans les orbites de l'aveugle. Alors Bellule poussa un cri. Les pierres étaient devenues des yeux. Il voyait. Devant lui, Yakuren se mordait les lèvres et tremblait, pâle de joie, en regardant les yeux de son amoureux, verts et profonds comme ceux de l'eau marine aux étendues démesurées. Puis ils levèrent de nouveau la tête vers le désert. Une ville. Des palais blancs qu'ils n'avaient pas vus se dressaient maintenant non loin d'eux. De grands arbres reposaient leur image dans les miroirs de l'eau. Des créneaux blancs mordaient le ciel bleu. D'une porte basse, pointillée de gros clous de cuivre, une femme voilée sortit presque en glissant et s'avança vers eux. Bellule prit d'une main Yakuren par la taille. De l'autre, il tira la guide. Le chameau ne voulait pas avancer, vexé de s'être laissé attirer par 2 simples pierres vertes et de ne pas avoir trouvé d'eau. Il fallut toute la force de Bellule pour le décider à se remettre en marche. Ils avancèrent vers les palais. Ils suivaient la femme blanche. Elle allait à droite et à gauche devant eux, légère, sans s'occuper des jeunes gens. Le chameau, lui, se faisait toujours tirer, et Bellule avait beaucoup de mal à lui faire lever les pattes, tout en écoutant Yakuren. Cette eau miroitante autour du village me rappelle l'île de mes parents quand je souhaitais rencontrer un ami aussi fort que la mer, aux yeux verts comme les tiens. Dans la courbe des houles, je voyais quelquefois son dos blanc, semblable à celui des dunes en sable fin de ton désert. Et les jours de tempête, quand mon regard se mêlait à mes pensées et sortait de ma tête, j'apercevais très loin ses yeux de marin, qui peut-être se moquaient de moi. Te rappelles-tu, Bellule? Je ne me rappelle pas bien. Il avait surtout besoin de reprendre son souffle, et il s'arrêta pour respirer. Une buée de fatigue recouvrit un instant ses yeux. Quand il vit de nouveau clair, les palais avaient disparu. À la place de la jeune femme, un papillon blanc et jaune volait de caillou en caillou. Nous nous sommes laissés prendre par un mirage. Le garçon reprit le mors près du coin noir des longues lèvres et se remit à tirer dans un dernier sursaut de courage. Mais Yakuren l'arrêta brusquement. Laisse ce pauvre chameau tranquille. Je comprends maintenant pourquoi il ne voulait pas nous suivre par là. Regarde là-bas. Bellule mit la main sur son front et vit, très loin, une mince ligne de verdure poussiéreuse. Bellule, étonné, aida Yakuren à remonter sur la selle. Abe se mit à réfléchir. Il grimpa sur le chameau en réfléchissant toujours, et pendant qu'il se grattait le front, le chameau partit au grand trot vers les premières terrasses de l'oasis. Vous venez d'entendre « Fermez vos cahiers » avec le concours de Jean Negroni, Elisabeth Hazan, Yves Pénaud, Catherine Georges, Jean Muselli, Vera Fimbert,
Jean Martin, René Garcia. Chef opérateur du son, René Cambien. Collaboration technique, Claude Lévy. Assistant, Daniel Long. Réalisation, José Pivin.